Une rencontre avait lieu à la librairie Ombre Blanche, samedi 16 novembre 2019, avec l'écrivain, philosophe et chroniqueur radio Aurélien Bélanger, pour la présentation de son roman Le continent de la douceur, publié aux éditions Gallimard. Bonsoir à tous, on est heureux de vous accueillir à Ombre Blanche aux côtés d'Aurélien Bélanger pour son dernier roman Le continent de la douceur. Aurélien Bélanger, en quelques mots, il est né à Laval, il est écrivain, chroniqueur radio. Je suppose que vous écoutez ses chroniques sur France Culture. Oui, j'entends, oui. Enfin, je vois, oui. Philosophe de formation, il a publié en 2010 un essai sur Michel Houellebecq. Houellebecq, écrivain romantique, c'est chez Léo Cher. Le premier roman paraîtra 2 ans plus tard, aux éditions Gallimard, qu'il ne quittera plus, La théorie de l'information. On suivit l'aménagement du territoire, le Grand Paris, Eurodance, c'est comme ça qu'on prononce là, ouais. La France Chronique qui rassemble les chroniques de France Culture. Et donc, le continent de la douceur. Et le continent de la douceur, on reviendra sur ce titre-là, c'est celui de l'Europe. Mais avant de commencer à proprement parler de ce livre, moi, ce qui me surprend, c'est votre productivité. Ce que je veux dire par là, c'est que j'écoute régulièrement vos chroniques, elles sont très écrites, et je me dis, mais comment fait ce monsieur pour écrire quotidiennement une chronique aussi littéraire, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas aussi fouillée, et parallèlement sortir un livre qui avoisine les 400 pages ou qui les dépasse, les 500 pages, qui avoisine les 500 pages. Alors quelle est la méthode pour être aussi efficace, vous êtes graphomane, vous vous levez à 3h du matin pour écrire, comment ça se passe ça ? Il y a la méthode un peu angoissante, méthode Dickens et méthode Balzac, c'est être très productif et mourir à 50 ans. Mais je vous le souhaite pas. J'ai une qualité de vie, je pense, meilleure. Et en fait, techniquement, c'est pas très ça prend pas tellement de temps que ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'exercice de la chronique que je fais quotidiennement, j'ai développé un rapport assez quantifiable à l'écriture. Je sais combien de temps ça prend pour écrire 750 mots. Et 750 mots, ça ne peut pas prendre moins de 45 minutes. Et si ça prend plus de 2 heures, c'est qu'il y a un problème. Donc, et bon, évidemment, l'écriture radiophonique et l'écriture de roman n'ont rien à voir. Mais parfois, il peut y avoir, au moment de finir le manuscrit, j'ai eu l'idée de faire un montage. J'avais déjà fait ça pour la théorie de l'information. C'est tout chambouler l'ordre des chapitres et faire monter 2 histoires parallèles. Mm-hmm. Et donc, j'avais 2 types de récits qu'il fallait que j'entremêle pour la première partie du continent de la douceur, le roman. Et très rapidement, je me suis rendu compte que je manquais. Il y avait l'histoire du jeune Flavio, une autre histoire, et puis que je manquais d'histoire pour le jeune Flavio. Et c'était vraiment in extremis, quoi. Je devais vraiment tout finir dans 2 jours, etc. Et je suis allé à mon petit bureau et j'ai écrit un chapitre en mode chronique, c'est-à-dire je voyais à peu près la taille qu'il fallait que ça fasse. Et j'ai écrit un chapitre sur les billes, qui était une sorte de ah oui, tout à fait. Je me souviens, absolument, oui. D'entrer dans le bouquin, parce que le bouquin voulait raconter plein de choses, mais notamment l'aspect un peu féerique de l'économie. Et j'en ai fait une sorte d'allégorie, de métaphore avec un jeu de billes. Et là, c'est un exemple de je me vois volontairement aller à mon bureau, dire il te faut un chapitre dans 2 heures. J'ai écrit le chapitre en 2 heures. Bon, évidemment, je l'ai corrigé, etc. Mais c'était amusant de le faire. Et d'un coup, si fort de cette expérience, si j'étais très courageux et très jamais fatigué, comme hélas ça m'arrive peu, je pourrais vraiment découper le roman en me disant c'est des chapitres, voilà, c'est 500 pages, un chapitre c'est 2 pages, c'est 250 fois 2 heures, allez hop. En 500 heures, c'est plié, quoi. C'est un peu ce que fait Dubois qui... oui, j'avais lu ça, c'est exactement ça. Oui. Et que finalement, quand on voit qu'il finit le bouquin en février, j'ai tiqué, je suis oui, en fait, c'est pas impossible. L'éditeur est sympa, mais bon, récompensé d'avoir été sympa en plus, donc tout va bien. Et donc je sais pas, un roman, c'est compliqué à estimer, mais je me dis, ça, voilà, c'est entre 500 heures, donc 500 heures et 2000 heures de travail, ce qui est finalement pas énorme. Après, il se trouve que celui-ci, j'ai mis un peu plus de temps à l'ouvrir, hyper bizarre comme lapsus, à l'écrire que les autres. En général, les autres, je les ai fait en 2 ans. Celui-ci en 3 ans.
Ouais. Mais le fait justement d'être, alors je sais pas si c'est le mot là non plus, mais parasité par les chroniques, c'est pas un handicap supplémentaire de chaque fois de partir vers toute autre chose pour ensuite se remettre à l'écriture d'un. En tout cas, j'ai dû faire le deuil du fantasme que j'avais d'être un écrivain rare et précieux. Ah oui. Je sais pas si je serais jamais précieux, mais c'est en tout une cas, coquetterie ou vraiment vous visiez ça? Oui, je visais ça. Ouais, je visais ça parce que moi, j'avais été très marqué, pas seulement par Houellebecq le romancier, mais par Houellebecq le curateur de sa propre œuvre. Et j'avais trouvé que cette façon qu'il avait d'apparaître, de disparaître, d'être très rare de sa parole. Avec le recul, je me dis qu'en fait, c'était peut-être qu'il était juste un petit peu dominé par un penchant un peu un peu plutôt Molièresque à l'avarice. Et que, bon, Harpagon. Harpagonesque, merci, je flottais. Harpagonesque à l'avarice. Et donc voilà, donc c'est compliqué. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours une tentation digressive sur le roman. Parce que si on tombe sur quelque chose de génial. Chez vous surtout. Et alors moi, je me suis toujours défendu, j'ai toujours dit que mes romans ne sont jamais digressifs et qu'ils ne sont pas digressifs, ils sont multichorales. C'est-à-dire que je parle d'autre chose, mais cette autre chose, c'est un écho du thème principal. Honnêtement. Oui, des variations. Je suis plutôt honnête par rapport à ça, c'est que je suis sincère. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais bon, malgré tout, il y a toujours un penchant digressif. Il y a toujours un petit peu le truc de trop, etc. La théorie de trop, parce que c'est marrant. Là, au moins, c'est très hygiénique. Si j'ai une bonne idée, bam, je la balance en chronique. Et comment ça se passe? Je peux brûler l'idée comme ça. Et du coup, le roman en est nettoyé. N'ayez pas peur, j'oublie pas le livre. Mais comment ça se passe, les idées de chronique? Il n'y a pas quelque chose de stressant de se dire... Il me la faut pour... Voilà, vous écrivez la veille, vous écrivez... Non, c'est bon, c'est stressant, et pour écarter le stress, j'ai quelques chroniques d'avance en ce moment, et là, j'ai 3 chroniques d'avance, et c'est le max. La semaine dernière, j'en avais 4, et c'est pas bien, parce qu'on perd un peu de la fraîcheur. Donc, mais sinon, c'est quoi? On se balade, le nez au vent, et puis... Ça faisait longtemps que je voulais parler du problème de la poussière dans la Station Spatiale Internationale. J'avais ça en tête. Non, parce que l'essentiel des tâches ménagères dans la Station Spatiale Internationale, des tâches scientifiques, en fait, sont des tâches ménagères. J'avais aussi envie de parler des collections de timbres. Et on mais dont vous parlez là d'ailleurs. En plus, et on m'avait envoyé un catalogue d'une expo aux Archives nationales sur les cartes de la Renaissance et du Moyen Âge. Donc j'avais 3 éléments et j'ai trouvé une technique tout à l'heure dans l'avion pour réunir les 3 éléments et pour faire une chronique qui raconte ça. Donc souvent c'est ça, c'est des vieux trucs qui traînent. En fait, vous écrivez sur ce qui vous intéresse, mais votre bol c'est que vous vous intéressez à tout. Non, puis il y a aussi j'étais l'autre jour j'étais au Festival de Brive et je dînais avec des écrivains et l'un de nous était un peu anti-technologique. Les gens technologiques m'énervent toujours, donc j'ai envie de les provoquer. Et je me suis mis en fait à découvrir que mon usage du traitement de texte a changé depuis une dizaine d'années. C'est que maintenant, les mots se composent tout seuls. Si on fait 3 lettres, le mot arrive. Et que du coup, en théorisant le truc, je me suis dit, en fait, ce roman, c'est le premier dont j'ai écrit seulement la moitié. Et vraiment, je n'ai pas tapé toutes les lettres de ce roman. Ah oui, et du coup, j'ai raconté ça et je me suis dit, tiens, c'est marrant d'en faire une chronique. Surtout que parallèlement, j'avais découvert que la fonction dictée vocale de mon téléphone, elle était devenue très compétente et qu'aujourd'hui, on peut quasiment dicter de façon naïve et naturelle à son téléphone. Je l'ai déjà fait, j'ai quelques chroniques que j'ai dictées intégralement. Et ce qui est marrant, c'est que on a l'impression de faire quelque chose de sale par rapport au fantasme proustien du manuscrit à paperole, confortable comme un oreiller, machin, etc. Donc je raconte tout ça dans la chronique de mardi. Il y a tout cet aspect. Et d'un autre côté, si on réfléchit, on se dit que beaucoup de grandes œuvres de la littérature ont été dictées. Je crois que Stendhal dictait ses romans, par exemple. Bah lui aussi. Je ne sais pas exclu aussi bien que Dubois. Je crois que la Chartreuse de Parme, ça a été écrit 50 jours ou 40 jours. Quelque chose mais que du coup, c'est intéressant parce que finalement, la grande littérature a longtemps été une littérature dictée. Après, elle a été écrite. Bon, le média étant le message, ça change tout et puis ça change pas tout. Donc voilà, c'était des exemples de ce dont j'ai parlé là. Et pour l'anecdote, vous parlez d'écrire la moitié des mots, mais sur les traitements de texte aussi, vous pouvez programmer les abréviations. Oui. Donc en plus, on peut, je pourrais dire, ça serait très cruel parce que ce serait les mots bouche-trou qu'on met tout le temps, quoi. Oui. Je vais programmer mélancolique. Donc il y a cet aspect. Après. Moi, la seule chose dont je suis certain dans la vie, et je le dois à mon premier roman il y a une petite dizaine d'années maintenant, c'est que je suis capable de terminer un roman, quoi. Donc il y a cette espèce de fanal au loin du brouillard qui clignote et qui me dit tu es capable de terminer un roman. Et cette espèce de machin m'attend et
Et donc ça aide à écrire, parce qu'il faut pas se mentir, autant écrire une chronique, c'est de l'ordre. Il y a 10 ans, j'avais un blog de poésie un peu nul, mais j'écrivais une poésie par jour et j'étais incroyablement heureux parce que tous les jours je faisais ma poésie, c'était super. Et la radio, je retrouve quelque chose de sensation, c'est que tous les jours je sors du studio, des fois je suis pas content, mais à côté, tous les jours j'ai une petite shoot comme ça d'adrénaline et de plaisir. On me regarde de l'au-delà et avec satisfaction, et le Tout-Puissant me dit tu as accompli ta mission aujourd'hui, voilà, et quelque chose comme ça. Et le roman, c'est vraiment pas ça. Le roman, c'est entre le moment où on a l'idée qui se formule comme ça dans les nuages et on est très euphorique parce qu'on sent qu'on tient quelque chose, et le moment où on le finit, comme ça dure longtemps, en général, 2 ans, 3 ans. C'est terrible, il y a des moments de dépression qui sont insoutenables, voilà, on n'est pas bien. Mais il y a la lueur au bout qui dit tu seras capable de finir. Donc il y a toujours un moment, pendant l'écriture d'un roman, où il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois vraiment de dépression, où on marche dans la rue en regardant ses pieds, on souffre, etc. Mais on sait que c'est possible, donc ça donne l'énergie. Et alors là, la question tarte à la crème, mais pourquoi le fait-on ? Est-ce que moi, la question que je me suis posée en vous lisant, alors c'est un livre brillant, c'est rien de le dire, très érudit, et je me suis dit, est-ce que c'est quelqu'un qui écrit pour savoir ce qu'il pense de l'Europe, ou c'est quelqu'un qui sait très bien ce qu'il pense de l'Europe et qui veut le mettre sur du papier ? Est-ce que c'est exploratoire comme... Oui, restons précis, parce que si j'explique pourquoi est-ce qu'on écrit des romans, j'aurais peur d'être soit trop long, soit de pas trouver la réponse, soit de tourner autour. En l'occurrence, je savais pas trop ce que je pensais de l'Europe, et je savais trop ce que je pensais de l'Europe. Je savais que en 92, j'avais été enthousiaste pour l'adoption du traité de Maastricht. Je me souviens qu'en 2005, j'avais été enthousiaste pour l'adoption du traité. Je me souviens que quand on annonce un élargissement, je suis content. Que quand on bascule à l'euro, je suis content. Vous vous rendez compte que vous êtes une bête rare, Marie ? Alors, c'est l'autre chose. Non, mais il y a tout cet aspect. Pourquoi est-ce que je suis aussi content ? Pourquoi est-ce que quand j'apprends que EDF va construire un EPR, je suis content ? Voilà. Je suis assez... et l'un des enjeux de l'écriture romanesque, c'est de mettre à distance ce savoir ou bien mythologisé, ou bien un peu réifié, ou bien qui nous précède, ou bien on se retrouve à être le porte-parole de sa génération, le porte-parole de politiques publiques qu'on ne porte pas, le porte-parole d'une idéologie. Ça m'intéresse d'être le porte-parole d'une idéologie, et que par devers moi, je crois être quelqu'un de très sceptique et un peu intelligent, et d'être assez critique par rapport à mes croyances, mais je me rends compte que mes croyances me précèdent, et que du coup le travail romanesque est une façon de les tenir à distance. Et je me suis rendu compte que l'objet Europe, comme l'objet, je sais pas, modernité en général, l'objet progrès, etc., est un objet avec lequel j'avais un rapport ambigu. J'ai un rapport de bon élève, la chose m'a été bien enseignée, et j'en suis... bizarrement reconnaissant à la qualité de l'enseignement que j'ai reçu, parce que la croyance est implantée profondément en moi. C'est de la part de qui ? Quels sont les enseignants ? Les enseignants, alors c'est compliqué pour l'EPR, l'enseignant c'est EDF via une souple et des constantes campagnes de lobby qui a commencé avant ma naissance et qui finira après ma mort. Pour l'Europe, c'est plus compliqué. Pour l'Europe, c'est plus compliqué. En tout cas, c'est ce qui a été beaucoup dénoncé. C'est ce qui a été beaucoup dénoncé. La fameuse pensée unique, etc. vient de là. L'Europe a été critiquée depuis une bonne vingtaine d'années, une trentaine d'années presque, comme étant relevant de la pensée unique et d'une sorte d'hégémonie, qu'on pouvait pas penser contre, on pouvait pas, que c'était un piège, et qu'on voyait bien. L'un des exemples les plus frappants de ça, c'est la fameuse couverture en 2005 entre Hollande et Sarkozy, de couverture de Paris Match. On voyait bien que l'Europe posait, tout le monde y allait de bonne volonté, mais posait de graves questions de dépolitisation du débat, si tout le monde était à ce point-là d'accord. Donc en tout cas, c'est un objet par rapport auquel je ne suis pas capable d'avoir un rapport simple, et qu'écrire un roman me permet de voir ce que j'en pense. En plus, l'Europe a pour elle d'être... un trésor d'ambiguïté, parce qu'on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas la forme que c'est, on ne sait pas vraiment si ça existe, parce que géographiquement rien n'est moins sûr. Je suis tombé là-dessus encore, j'ai pas eu le temps de regarder en détail, mais je suis tombé l'autre jour sur Twitter sur la première mention du terme Europe dans un manuscrit arabe. Donc j'ai oublié, mais c'est très ancien. C'est un historien anglais qui retweetait ça. Et c'est une... A priori, il copie l'Empire romain, et l'Empire romain, comme il n'utilise pas l'Europe pour dire le centre de l'Empire romain, comme on l'a fait ensuite. L'Empire romain, enfin l'Europe, vu de l'Empire romain,
c'est un peu les confins occidentaux du machin, quoi. Donc voilà. Donc à tous les niveaux, l'Europe, historiquement, l'Europe n'a pas été l'unité centrale de la chose la plus européenne qui soit, l'Antiquité gréco-romaine. Enfin, à tous les niveaux, l'Europe nous échappe. On aimerait bien que ce soit la chrétienté, et puis en fait, on se rend compte que ça va pas marcher. Voilà. Et donc, en fait, en soi, c'est un super bon objet romanesque parce que c'est une pièce. Mais vous aviez déjà fait une incursion en Europe à travers un livre, Eurodance. Ouais, alors j'avais accepté le projet parce que j'avais déjà prévu d'écrire Le Continent de la douceur. D'accord. Et donc j'avais juste commencé, j'avais pas commencé le roman, mais j'ai eu donc une sollicitation pour écrire une pièce de théâtre. C'était Julien Gosselin qui avait une commande pour écrire une pièce pour les étudiants du TNS de Strasbourg. Lui, venant de Calais, il voulait raconter, la jungle était encore à son maximum d'intensité. Et lui voulait raconter, on ne savait pas trop comment, la situation calaisienne. Et en fait, très vite, j'ai accepté parce que je me dis ça pourrait être comme le chapitre fantôme du futur roman que je vais écrire. Alors, on accepte toujours les trucs trop vite et puis en fait, on y passe un temps fou. Mais les deux bouquins marchent un petit peu ensemble parce que moi, la façon que j'avais de réfléchir au problème de la jungle de Calais, c'est pourquoi est-ce que les deux plus grands objets d'assomption technologique que l'Europe a assemblés, savoir le tunnel sous la Manche, résorption des anomalies de la géographie, liquidation d'une ancienne zone de guerre, parce qu'on oublie que la France et l'Angleterre ont été en guerre pendant des siècles, etc., par le solutionnisme magique d'une solution technologique. Et je relais ça en parallèle, parce que les années de creusement sont à peu près en parallèle. Le tunnel du LHC, qui à l'époque s'appelait le tunnel du CERN, qui est un tunnel transfrontalier, un peu terminal, d'adoration de la physique, et qui sort de quelque chose de tout à fait présocratique. On va regarder la matière, etc. Ouais. Et c'était amusant de poser les deux tunnels. Tunnel comme ça d'une histoire cyclique, le boson, éternel, voilà, le boson de Higgs, et réfléchir à ce que c'est que cette espèce d'objet terminal du tunnel sous la Manche qui se retrouve aliéné soudain par l'histoire alors qu'il était censé en être une porte de sortie. Donc ça permettait de questionner l'Europe à ce qu'elle a été à l'époque où j'accède à la conscience politique molle dans les années 90 comme succès pour les infrastructures, liberté d'espace, une sorte de fantasme d'un certain libéralisme marchand plutôt léger, plutôt heureux, qu'aboutira avec la création de l'euro, etc., une sorte d'espace. Donc Eurodance raconte ça en prenant comme motif cette fameuse Eurodance, si désagréable aux oreilles et si entraînante, une musique qui procède bizarrement beaucoup plus de Bach qu'on pourrait penser, parce qu'elle est les traits avec des boucles comme ça, et puis c'est souvent en mode mineur, et puis bizarrement c'est aussi une musique de fête. Et qu'est-ce que c'est que ce peuple, le peuple d'Europe, qui a adopté dans les années 90 comme musique de fête, une musique aussi triste. Et après Eurodance et les 500 pages du continent de la douceur, vous disiez au départ, je cherchais mon Europe, en gros, vous l'avez trouvé ? Alors le problème, c'est que premier roman sur les nouvelles technologies Internet, je crois plus du tout aux startups une fois que je l'ai fini. Deuxième roman, l'aménagement du territoire sur le TGV, je suis devenu absolument anti-TGV, j'ai même acheté une voiture tellement je supporte plus d'aller dans une gare. Troisième roman, Le Grand Paris, je rencontre plein d'architectes, d'aménageurs, d'urbanistes, ça m'insupporte ce milieu, j'en peux plus. Donc voilà, bon, je vous fais pas la suite. Vous voilà europhobe. Je suis en danger, Alors voilà, c'est vrai que c'est pas facile. La suite logique serait de devenir europhobe maintenant. C'est compliqué parce que il y a quelque chose que j'ai découvert en écrivant Le Continent de la douceur, et ce dont je suis le plus fier dans ce roman, c'est quelque chose qui est complètement involontaire. C'est que j'ai voulu écrire le 4e roman d'Aurélien Bélanger, une grosse somme encyclopédique, habituelle, qui tire dans tous les sens, un peu musilienne ratée, mais musilienne quand même, etc. J'ai voulu faire tout ça. Et en fait, à la fin, ce qui reste du bouquin, en tout cas le souvenir que j'en ai, je ne l'ai pas relu depuis un an, le souvenir que j'en ai, c'est que sans du tout faire exprès, j'ai écrit un conte de fées. Et là, je suis hyper content parce que c'est un conte de fées. Cet accident qu'en fait, là, j'ai touché quelque chose. Cette espèce de timbre qu'on entend un petit peu. L'Europe comme conte de fées, et chez des gens mais complètement divers. Chez Chesterton, l'auteur anglais, on entend un éloge des contes de fées. Chez Benjamin, il y a un rapport aux objets, presque à la magie des objets, qui nous ramène aussi aux frères Grimm, à toutes ces choses. Cette Europe que j'aime et qui est esthétiquement comme ça, avec ses châteaux, vrais ou faux, que ce soit le faux château de Pierrefonds ou le vrai château de Chambord, comme ça, qui sont des sortes de rêveries, parce que c'est plus vraiment des châteaux forts et sont là. Voilà. Tout ce monde
existe et je suis certain que c'était une bonne façon esthétiquement de rentrer dans l'Europe. Après, de là, est-ce que ça veut dire que j'en dis quelque chose ? Probablement pas, mais bon. Ça permet en tout cas de réfléchir. Et pour filer la métaphore du conte de fées, le château imaginaire s'appelle le karst. On est d'accord, c'est une espèce de royaume d'opéra. Alors il faudrait peut-être présenter aux gens qui n'ont pas encore lu ce qu'est le karst quand il ne s'agit pas du relief. Je suppose que vous avez choisi ce nom-là en référence au relief. Oui, complètement. Ouais. L'idée d'écrire le bouquin au début, c'était d'écrire sur l'Europe, et très rapidement, ça a été de faire ce qu'on appelle une romance ruritanienne. Donc romance ruritanienne, c'est le terme un peu bizarre, mais c'est un roman populaire d'Anthony Brown à la fin du 19e siècle qui imagine un aventurier qui va devenir roi de la Ruritanie, qui est un sorte d'Autriche fantasmée ou de principauté d'Europe centrale. Et ça existait un petit peu avant, on voyait ça chez Offenbach, on voyait ça un petit peu partout. Ça a existé évidemment après. Il y a la Cancanie de Musil, évidemment. Il y a la Sylvie d'Hergé. Il y a toutes ces choses qu'on voit dans les romans feuilletons. On voit ça aussi même chez Miyazaki, dans le château de Cagliostro, etc. Que le bon objet, enfin l'un des bons objets pour réfléchir à l'Europe, il y a plein d'objets pour réfléchir à l'Europe. George Steiner disait que c'est le café. Pour comprendre l'Europe, il faut prendre le café. Moi, je suis pour prendre l'Europe, il faut partir de la principauté. Parce qu'il y a plein de principautés en Europe. Parce que ce continent qui s'est donné comme le lieu de modernisation du monde, de sortie de l'histoire, de tout ce qu'on veut, a laissé traîner derrière lui 4 ou 5 principautés, dont au moins une est plus que problématique. Je mets au défi quiconque de me donner une définition politique simple de la principauté du Vatican, par exemple. Mais se dire qu'entre la France et l'Espagne, gros États-nations puissants, L'Andorre est resté. Voilà. Je me suis dit qu'il y avait dans la principauté quelque chose où on pouvait toucher l'essence de l'Europe. Et ce qui était intéressant, c'est que la principauté, c'était une sorte de carottage dans le temps long, parce que, alors il y a des thèmes. Moi, je connaissais les principautés plutôt par des BD de jeunes filles que lisait ma mère dans les années 50. Ça mettait grosso modo en scène une jeune fille blonde en robe à crinoline qui tombait entre les mains d'un chambellan méchant dans un château à la Louis II de Bavière, et qui tombait amoureuse de son précepteur et qui avait des souterrains. Je sais pas pourquoi, peut-être parce que je l'ai découverte jeune, mais que cette trame me semblait parfaitement définir l'Europe. L'Europe, ce sont des grands parlements vitrés, des grandes autoroutes bleutées, c'est tout ce qu'on veut. Mais l'Europe, c'est aussi des principautés, c'est encore aussi des cours souveraines. Voilà, il y a tout ce vieux monde. Et donc, j'ai imaginé le karst. Le karst, pour plein de raisons... Il fallait que ce soit germanophone, parce qu'il fallait qu'il y ait une composante un petit peu Mitteleuropa comme ça, et que ce soit vraiment enfoui dans un endroit où il n'y avait pas d'accès à la mer. Donc j'ai imaginé que c'était une partie du Saint-Empire romain germanique, puis de l'Autriche-Hongrie, qui s'était retrouvée détachée pendant le traité de Sèvres ou de Saint-Germain en 1919, et qui s'était retrouvée rattachée au royaume de Yougoslavie, voilà, oui. Et qui s'est retrouvée au mauvais endroit. Et c'était intéressant parce que... Alors, c'est plutôt un truc de méthode romanesque, mais c'est que j'avais envie de parler de la guerre en Yougoslavie, parce que la guerre en Yougoslavie, c'est la grande guerre de mon adolescence. Quand j'étais enfant, je savais qu'il y avait une guerre au Liban, par exemple, et quand j'étais adolescent, je savais qu'il y avait une guerre en Yougoslavie. Et je me suis pas vraiment documenté, enfin un petit peu quand même, sur la guerre en Yougoslavie, mais je voulais que la guerre en Yougoslavie creuse un moment une partie imaginaire du roman et soit quelque chose d'important dans le roman. Et du coup, c'était intéressant que le karst, je le mette en Yougoslavie. Et puis j'ai un peu triché. Je me suis dit, tiens, pour que ce soit, donc il est c'est une petite principauté entre la Slovénie et l'Autriche, et pour expliquer que personne connaît le karst, j'ai imaginé qu'il faisait partie du complexe industriel du bloc de l'Est, et que comme il y a cette ville russe qui n'était pas sur les karsts, le karst n'était pas sur les karsts parce que c'était le conservatoire d'un certain type d'industrie. Donc voilà, ça me permettait de filer la métaphore. Et puis de faire toute la chronologie de la principauté, qui est quelque chose de très ancien, qui communique avec l'Europe féodale, et qui aujourd'hui ressemble un peu à un dragon asiatique. Alors bon, il y a la principauté alpha par excellence, on pourrait dire que la Suisse est elle-même une sorte de principauté, mais que la principauté, ce sera un endroit qui aura une spécialité industrielle rare et précieuse, que ce soit les montres, etc. Et pour ça, j'ai piqué l'idée au Liechtenstein, dont j'avais découvert un jour par accident que l'industrie principale après-guerre, c'était des calculateurs mécaniques, des calculateurs QWERTY, des sortes de choses à peu près grandes comme des moulinets de pêche, et qui résolvaient des calculs simples en tournant la manivelle. Et je me dis, voilà ce qu'il faut que je mette au karst. Et à partir de là, j'avais mon karst. J'ai imaginé ça doit être exaltant de concevoir tout un État, tout un pays. Là, il y a eu un moment, j'ai vraiment eu l'image, mais je me suis dit, tiens, il faudrait qu'en fait, il y ait un mystère, c'est que tous les petits écoliers du karst, tous les matins, tournent leur petit moulinet pour sortir des chiffres qu'ils remettent sous enveloppe scellée à leur professeur, on ne sait pas pourquoi. Et que ça communique avec une sorte de fantasme de secret militaire. C'est un peu excitant. Après, j'ai pas poussé le truc...
Je suis allé à l'expo Tolkien il y a 2 jours à la BNF et là c'est vraiment impressionnant parce que le monde. Là, bon moi j'ai dit Tolkien, je fais pas des cartes etc, je fais pas des arborescences de langue. Et puis je m'inscris dans une soirée réelle, mais néanmoins, en toute modestie, quand j'ai vu les cartes de Tolkien, j'ai su à quel point j'ai même pas fait de carte du Karst, hein, donc je peux pas, j'aurais pas de belle exposition à la BNF, c'est beaucoup moins beau. Mais en toute modestie, j'ai compris Tolkien. Il y avait quelque chose de le plaisir enfantin de fabriquer des généalogies fictives de langage, de relier tout ça avec des flèches. On l'a tous fait, on a tous feuilleté un moment des encyclopédies, enfin tous peut-être pas, mais en se disant j'aimerais bien apprendre l'araméen un jour, comme ça, les yeux dans le vide, en se disant j'aimerais bien maîtriser parfaitement l'histoire de la Mésopotamie ancienne. Voilà, toutes ces choses. Bon, il se trouve qu'une personne au moins au XXe siècle l'a fait, c'est Tolkien, mais que voilà, il y a évidemment ce petit fantasme. En l'occurrence, moi celui qui m'intimidait là, c'était plutôt Hergé parce que le sceptre d'Ottokar, et puis le sens de la synthèse politique d'Hergé qui est toujours saisissant et même dans les RG mal aimés le premier Tintin au pays des soviets. Ah oui, le tout premier. Ouais. Le village Potemkin de Tintin au pays des soviets, c'est pas rien quand même. Donc on sait d'où ça vient, des caricatures, etc. Anti-bolcheviques de l'époque, mais d'avoir su représenter en 3 cases ce qu'on a découvert nous dans les années 80, c'était assez saisissant. Donc oui, c'était important de fabriquer le karst. Et du coup, qui disait karst disait enfant caché. C'est la grammaire, hein. C'est vraiment au sens vraiment un petit peu barthésien de la chose, quoi. La principauté a une grammaire, un enfant caché, un précepteur, un souverain déchu et des méchants. Et une diaspora. Alors là, en l'occurrence, comme le karst avait disparu, il était tentant d'imaginer une diaspora. Et comme c'est quelque chose auquel je crois profondément, c'est que le meilleur ami du romancier, c'est le cliché. Et je suis jamais allé à New York, mais j'ai toujours entendu dire que New York était la plus européenne des villes américaines. Oui, c'est effectivement un cliché, oui. Donc voilà, voilà, le cliché, il est là. Je veux parler de l'Europe, je veux parler strictement de l'Europe. Je ne veux parler que de l'Europe. Le roman, il commencera à New York. Parce que ce sera une caricature d'Europe avec Ida qui est banquière, la reine de Wall Street. Voilà, et autre cliché, la reine de Wall Street, une sorte de Wonder Woman des années 80, dont on imagine facilement les tailleurs aux teintes acidulées et le cynisme, mais qui est l'une des femmes les plus puissantes du monde à l'époque, parce qu'elle dirige l'une des 10 plus grosses banques américaines, que je me suis amusé à réattribuer à Venise en l'appelant la Venezia, en me souvenant que le capitalisme était quand même né vers Gênes et Venise au XIIe siècle. Et donc c'était amusant d'imaginer que cette personne qui vient pour d'obscures raisons du karst et qu'en a été exilée va avoir comme projet tout à fait postmoderne alors qu'elle est en apparence au sommet du monde, cette fameuse autre cliché, aujourd'hui la finance a plus de pouvoir que la politique, elle va faire le parcours inverse, elle va abandonner le monde de la finance et se lancer dans une aventure politique qui vise in fine à l'indépendance du karst. Une aventure nationaliste pour le coup, pas européenne. Une aventure nationaliste mais au sens... nationalisme désactivé, nationalisme pittoresque. C'est l'un des sous-produits de la construction européenne, c'est que alors, si on enlève la guerre en Yougoslavie, et c'est pas rien à l'enlever, mais les nations européennes sont des nations dont le nationalisme fait plutôt de l'ordre du pittoresque que de la menace. Et que c'est joli, et que l'Europe c'est joli parce qu'il y a beaucoup de pays, et que si on avait moins, ce serait moins, si c'était plus intégré, ce serait moins joli. Cette espèce de kaléidoscope comme ça de diversité. Et le titre provient de là, le continent de la douceur, parce qu'on se dit au départ, c'est une provocation. Il y a Orban, il y a Salvini en ce moment, il y a Johnson, etc. J'ai pas l'impression, et je suis pas le seul, j'imagine, que l'Europe, en tout cas à l'heure actuelle, soit le continent de la douceur, si ? En tout cas, c'est l'endroit où a été formulé, et ça a été beaucoup reproché, par exemple pendant la guerre d'Irak, par les néoconservateurs américains, et même du point de vue russe, du point de vue plutôt de la réelle politique, on a reproché à l'Europe d'être naïve. On a reproché à l'Europe d'être naïve et d'avoir une vision où par le multilatéralisme, par la diplomatie, on pourrait résoudre les problèmes et que la guerre n'était plus une option envisageable. Et en fait, l'Europe est quand même un lieu de forte bascule anthropologique après-guerre. C'est que le plus jamais ça de 1945
en tout cas moi tel que je l'ai perçu enfant, c'est vraiment incarné. Et c'est vraiment incarné dans une démilitarisation achevée des sociétés, cette fameuse absence de port d'armes qui nous distingue quand même assez oui, de l'Amérique. De l'Amérique. L'abolition de la peine de mort qui est vraiment... on ne peut pas prétendre rentrer dans l'Europe si on n'a pas aboli la peine de mort. Ça a l'air de rien, c'est des petites choses, mais c'est des choses qui font que ici, on est un marqueur de sortie du temps. Et au point tel que quand j'entendais plus jamais ça dans les années 80, ou quand j'entendais des gens qui s'inquiétaient de la montée de l'extrême droite, ça me faisait plutôt rire, parce que j'étais tellement un enfant du plus jamais ça qu'il n'y avait même pas besoin de s'en inquiéter, vu que, évidemment, plus jamais. Donc un rapport. Donc ça a été un moment, le continent de la douceur, et qui s'est proclamé tel. Après, la formule, elle apparaît dans le bouquin qu'une seule fois et elle est prononcée par un écrivain nationaliste. Donc oui. c'est un oxymore et elle est mise en scène de façon problématique. Et à propos d'écrivains nationalistes, j'ai vu que beaucoup de journalistes s'amusaient à chercher qui se cachait derrière tel ou tel personnage. Alors parfois c'est tout à fait visible dans le cas de Bernard-Henri Lévy. Et d'ailleurs je me suis demandé, mais vous n'auriez pas pu pousser la chose jusqu'au bout et parler de Bernard-Henri lui-même plutôt que de prendre... alors c'est sûr, utiliser son nom, tout simplement. Vous êtes posé la question ou Je pas ? me suis posé la question parce qu'à partir du moment où c'est vraiment... Alors il y a deux choses. Il y a de la déontologie primaire. À partir du moment où j'imagine des propos qu'il n'a pas vraiment dit, ça m'embête que ce soit vraiment la personne. Oui. Et ensuite, l'existence d'un service juridique. J'ai une petite phrase, j'ai mis une petite phrase au début du bouquin qui m'a été conseillée par le service juridique de Gallimard, sachant qu'elle n'a aucune valeur contractuelle, mais c'était bien de dire que c'était une fiction, de rappeler que c'était une fiction. Donc non, et puis le personnage, voilà, c'est effectivement, il ressemble vraiment beaucoup à Bernard-Henri Lévy. Et puis vous prenez les gens en rebrousse-poil, parce que ce qu'on entend à l'heure actuelle, il y a deux personnes. Donc il y a Bernard-Henri Lévy, alias Quentin Pierre Stern, et vous avez Paretti, derrière lequel se cache Thomas Piketty. En général, dans ce qu'on entend, quoi, il est de bon ton de critiquer BHL et de mettre au nu Piketty. Chez vous, c'est plutôt l'inverse. Il ne sort pas toujours indemne de votre portrait, Bernard-Henri Lévy, c'est pas non plus de l'ingéographie, mais il s'en sort bien mieux que Piketty. Oui, il y a un goût certain de la provocation. Après, ce qui m'a amusé, c'est qu'est-ce qui restait des communistes après 1989 en Europe de l'Ouest? Pas grand-chose, les débris d'une idéologie morte et dangereuse, et limite, on avait presque plus pitié de Robert Rue que peur, avant qu'il devienne macroniste, et évidemment le Robert Rue historique, celui des années 90. Et de la même façon, en imaginant, alors peut-être j'exagère, mais que la crise de 2009 est l'équivalent de la chute de mur de Berlin du capitalisme avancé tel qu'on l'a connu, en tout cas le moment où il va perdre son hégémonie intellectuelle parce qu'il a lourdement failli. J'ai essayé d'avoir une sorte de relecture extrêmement empathique de ce qu'a été le libéralisme comme projet politique articulé à un projet économique et qui s'est mis en scène justement à la suite de la chute du mur de Berlin et qui a été victorieux en fait. On l'a oublié, mais le libéralisme des années... C'est pas un hasard si on a beaucoup reproché à l'alliance Schröder-Blair-Jospin au moment où ils étaient au pouvoir des trois principaux pays européens de ne pas avoir été assez de gauche. Rétrospectivement, on leur fait souvent ce reproche, mais la position n'était presque plus jouable parce que le libéralisme avait vraiment gagné. Et j'ai voulu raconter de façon rétrospective ce qu'avait été cette victoire du libéralisme en faisant quelque chose que je fais toujours dans mon roman, un éloge paradoxal des milliardaires en tant que échantillon merveilleux de ces choses, et j'ai voulu que le livre ait l'aspect tombeau du libéralisme avec les deux sens du terme tombeau. Tombeau, c'est que je pense que c'est fini, et tombeau, un éloge. Et donc du coup, c'est pour ça que je me moque de l'anticapitalisme d'un Piketty et que je mets en scène la beauté soudainement tragique d'un BHL qui se dit ça y est, le processus de découlakisation générale va toucher l'Occident, et hier nous étions des oppresseurs, demain nous serons peut-être des bêtes traquées. Donc voilà, c'était pour jouer un petit peu sur ces choses. Il y a beaucoup d'humour pour citer un autre personnage qu'on devine facilement, c'est DSK, ou d'ailleurs peut-être il est même cité lui-même. Non, lui est cité voilà, c'est bien ça, qui fait de l'acrobranche par exemple. Non, il n'en fait pas, il reste sur une chaise au pied. Oui, pardonnez-moi.
pardonnez-moi, mais c'est une scène qui se passe dans un parc d'acrobranche. Mais ça, je me suis rendu parce que c'était véridique. J'ai été à. Alors, ça n'a pas du tout marché. C'est un oligarque ukrainien qui organisait chaque année un sommet à Yalta pour rapprocher l'Ukraine du bloc de l'Ouest. Et j'y étais allé 1 an avant l'annexion de Yalta, donc son projet n'a pas complètement marché. Et il y avait DSK qui était là, et c'était une de ses premières apparitions publiques après ce qu'on appelle pudiquement l'affaire DSK. Et il jouait sur un BlackBerry, il jouait aux échecs, comme dans la fameuse légende de DSK jouant aux échecs sur son BlackBerry. Et donc voilà, du coup, c'était amusant de mettre ça. Et moi, j'avais découvert à cette occasion, j'étais allé à Davos aussi. Le bouquin commence sur une description, la faune du capitalisme avancé. Ces gens. Alors, j'étais allé à Davos pour les Inrocks il y a quelques années. J'avais fait un reportage. J'avais fait un article pour les Inrocks suite à ça. Et je m'attendais à rencontrer un nid de droitards cyniques, et j'avais l'impression de rentrer d'Union soviétique, quoi. Tout le monde voulait sauver le monde, tout le monde voulait guérir la pauvreté, tout le monde voulait solutionner le problème de la faim dans le monde, etc. Mais une posture ou pas, selon vous? C'est toute la question. En tout cas, le niveau de sincérité n'était pas en cause. Et puis de sincérité versus arnaque, quoi. On monte sur des grandes conférences de grands banquiers ou de gens. Je me souviens, j'avais croisé comme ça Lakshmi Mittal qui discutait avec j'ai oublié son nom, l'actuelle dirigeante de la BCE, la prochaine dirigeante de la BCE. On croise comme ça les grands de ce monde qui échangent, et le soir on finit un peu alcoolisé à manger des raclettes avec quelqu'un qui vend une lampe à panneaux solaires qui se recharge dans la journée, qui fait de la lumière la nuit, et c'est un peu loose et c'est gonflable, mais elle nous le vend, et c'est là où c'est génial, elle nous le vend sincèrement, elle dit: ça, c'est pour sortir 50 millions d'Africains par an de la pauvreté. Et elle a vraiment tout un récit, parce qu'il n'y a pas assez d'électricité le soir, donc les enfants ne font pas leur travail, donc ça coûte 3 points de croissance à la Namibie par an, quoi. Et c'est dérisoire, et en même temps un peu touchant. En tout cas, ça me donne envie de le raconter. Mais je me protège. Alors j'ai inventé une sorte de bouclier intellectuel absolument imparable. C'est une phrase de Benjamin où il dit: les meilleurs esprits de leur temps se caractérisent parce qu'ils sont absolument sans illusion sur celui-ci, et qu'en même temps ils y adhèrent complètement. Je me reconnais assez dans cette posture que je pense voilà, c'est très poisseux un monde, en fait. C'est très poisseux une époque. On y est pleinement. Continuons ce jeu de qui se cache derrière qui. L'écrivain de droite, Griffe, il y a un personnage précis, c'est Naps, c'est Rawls, c'est... Alors il n'est pas écrivain du reste. C'est quelqu'un qui commencerait comme Limonov, dissident en exil, drogué et homosexuel à New York. Et qui basculerait, alors pour Limonov, je crois que c'est la Tchétchénie, lui deviendrait quasiment milicien pendant la guerre en Bosnie. Et ce serait quelqu'un aussi, donc il y avait ce modèle, et il y avait aussi un modèle Peter Handke, mais là c'est la partie un peu ratée du bouquin, parce que j'avais imaginé que c'était un Peter Handke dont les positions pro-serbes lui avaient coûté le prix Nobel de littérature. Ah oui, hélas, oui. J'avais pas pu prévoir, hélas, par rapport à votre livre, je veux dire. Et par exemple, j'ai été, ça fait longtemps que je n'ai pas lu ses livres, mais j'ai été un très grand lecteur de Peter Handke, un lecteur un peu fanatique de Peter Handke, et l'affaire serbe était vraiment très problématique, parce que quand on lit le détail des textes de Peter Handke sur la question, c'est très difficile de ne pas dire que c'est du révisionnisme. D'un autre côté, Peter Handke est un grand écrivain, donc au final, j'étais content quand même qu'il ait le prix Nobel, même si... Voilà. Ouais. Et donc, du coup, j'avais imaginé quelqu'un comme ça qui était un grand écrivain, et je caricaturais aussi ces postures d'écrivain qu'on a bien connues dans les années 90. Elle a un peu Umberto Eco, genre intellectuel, terminal, mais de la civilisation européenne. Hein, je veux dire, quand on le lit, il y a de la séduction. Et puis oui, cette espèce de vision de raconter ce qu'a été l'Europe, et d'aller enseigner au peuple du monde ce qu'a été l'Europe, avec ce truc très années 90 de récapitulation un peu encyclopédique des savoirs, etc. Et donc, il va faire un best-seller à la fin des années 90. Auquel on a droit. Qui s'appelle Le Nombre de Goenzi, dont j'ai écrit pas mal d'extraits, que j'ai distribué dans le début des chapitres. En fait, c'est pas un livre, on en lit 3. Mais d'autant plus que j'ai coupé. En exergue. C'était plus long, mais je les ai un petit peu réduits. Et en tout cas, donc voilà. Et donc il devient, et puis finalement, il devient un grand intellectuel pan-nationaliste européen, avec toutes les ambiguïtés, mais qui sont en soi pas drôles, mais qui sont toujours un peu rigolotes. C'est que
Je trouve que l'un des meilleurs gags au monde, c'est les congrès de nationalistes européens, où on retrouve des nationalistes allemands qui sympathisent avec des nationalistes anglais et avec des nationalistes français et des nationalistes russes. Alors qu'on sait très bien que non, mais soyez cohérents. Votre projet, c'est de vous entretuer. Vous êtes des nationalistes. Mais non, c'est la dissuasion, c'est le principe. Voilà, en temps de paix, ils arrivent à s'entendre. En général, en prenant l'islam comme ennemi commun et en arrivant à articuler quelque chose, la défense des frontières communes, de la chrétienté, etc. Blabla. Et du coup, j'ai imaginé que Grif bascule comme ça, un peu une sorte de Soral, et je capte mieux parce qu'il était très rival de l'équivalent de BHL, QPS. Ils étaient très rivales, l'un défendait la démocratie libérale, l'autre quelque chose d'autre. Et soudain, il y en a un qui devient youtubeur et qui arrive à capter, et c'est un peu ce qui se passe. Enfin, ils n'ont pas exactement le même âge, mais Soral est beaucoup plus puissant chez les trentenaires que BHL, qui est considéré comme un type un petit peu ridicule. Et donc du coup, je voulais raconter ça, et je voulais raconter jusqu'à la fin la rivalité entre ces deux hommes. Et le roman finit presque sur leur réconciliation. Bizarrement, Enfin, il faut pas spoiler, divulgacher. Mais revenons au paradoxe. Lorsqu'on ouvre votre livre, on commence un exergue que je lis. Je n'aime pas vraiment les mathématiques. À proprement parler, elles m'ennuient. Et suivent beaucoup de pages consacrées aux mathématiques. Alors, pirouette et première question, pirouette, et deuxième question. En quoi pourquoi avoir choisi le prisme des mathématiques pour nous dévoiler, pour nous raconter le destin de l'Europe? Mon premier roman racontait la fin du 19e siècle, avec la formalisation du second principe de la thermodynamique, qui aboutissait à la conclusion que le soleil allait s'éteindre, que l'univers allait refroidir et qu'on allait tous mourir de froid dans des infinis glacés, encore pire que ceux de Pascal. Sauf que le second principe de la thermodynamique possède une objection, l'hypothèse de pensée du démon de Maxwell, qui est en fait une expérience de pensée qui va dériver lentement vers la fabrication des premiers ordinateurs. Et que finalement, je voulais raconter dans ce roman, le premier roman, La théorie de l'information, le messianisme informatique, et à quel point c'était vrai quand on disait que les gens avaient un rapport religieux à leur smartphone ou à l'ordinateur. Je voulais raconter ce long récit. Et là, j'ai fait à peu près la même chose, c'est autre chose que je voulais raconter depuis longtemps. Tous les gens qui ont fait un peu de philosophie des sciences ou de la logique ou un peu d'histoire des mathématiques savent que le XXe siècle commence très mal pour les mathématiques, parce qu'on découvre des paradoxes un peu partout. Paradoxe des ensembles chez Russell, paradoxe théorème d'incomplétude de Gödel, etc. Et que les mathématiques, qui étaient censées être le produit le plus fondamental qu'avait assemblé l'Europe à ce moment-là, où elle régnait vraiment sans partage sur les mathématiques, étaient minées de l'intérieur, et qu'il y avait une grave crise de la rationalité. Alors, c'est pas vraiment vrai, mais on peut le raconter comme ça. Il y avait une crise de la rationalité, et qu'en fait, c'était l'une des explications possibles. Autant la tristesse du second principe de la thermodynamique était l'une des explications possibles du sombre XXe siècle, autant ce drame dans la pensée pouvait être aussi une explication des drames du XXe siècle. Donc ça faisait longtemps que je voulais raconter la crise, ce qu'on a appelé la crise des fondements des mathématiques. Et la crise des fondements des mathématiques a comme sortie de crise, comme solution possible, celles qui ont été assemblées par le mathématicien néerlandais Brouwer, donc que je cite au début, qui s'appelle l'intuitionnisme. Ouais. Alors, je n'entrerai pas dans les détails, parce que chaque fois que j'entre dans les détails, je m'y perds. Mais, et ça rejoint, moi, quelque chose, j'ai toujours trouvé, je n'ai jamais été très fort en maths, mais j'ai toujours trouvé les démonstrations, alors on va vraiment être sur des maths de CM2, mais j'ai toujours trouvé les démonstrations du théorème de Pythagore insatisfaisantes. J'ai beau les lire, j'ai beau les comprendre, tout ce qu'on veut, la preuve n'atteint pas mon cerveau. Je vois le déroulé de la preuve, mais il me manque quelque chose. Et je crois que l'intuitionnisme chez Brouwer procède de quelque chose comme ça. C'est qu'il n'est pas suffisant d'avoir mécanisé la preuve, il n'est pas suffisant d'avoir une démonstration parfaite, il y a quelque chose en plus. Et il y a du coup cette quête, lui appelle ça l'intuition, lui qu'en dernier lieu ça repose sur l'intuition, donc peut-être un facteur psychologisant, on ne sait pas, quelque chose de cet ordre-là, mais qu'il faut quelque chose en plus. C'est quelque chose en plus, on le retrouve aussi chez Descartes, qui est une sorte de pré-intuitionniste à sa manière, quand il dit que 2 plus 2 aurait pu être égal à 5. Ouais. Tout l'aspect cartésien de Descartes, en fait, quand on prend cette fameuse phrase, ça s'effiloche un petit peu. Et donc il y a une sorte de longue veine intuitionniste comme ça,
qui parcourt toute l'histoire de la pensée. Moi, que j'ai découvert à travers un historien de la philosophie que j'aime beaucoup, qui s'appelle Jules Villemin, qui a vraiment théorisé ces questions autour de l'aporie de Diodore et des paradoxes que l'intuitionnisme permet ou pas de résoudre. Mais grosso modo, l'intuitionnisme consiste à abandonner l'une des lois fondamentales de la logique. Là, en l'occurrence, c'est la loi du tiers exclu. La loi du tiers exclu, dont c'est vous parlez, soit A, soit non A, et l'intuitionnisme dit non, tout pendant que vous n'arrivez pas à en fournir de démonstrations. Ce n'est pas vrai. Ça me rappelle des choses chez Wittgenstein aussi qui sont très, très belles et très troublantes. Wittgenstein qui dit « Je ne dis pas que l'infini n'existe pas, mais montrez-moi une machine capable d'utiliser l'infini. » Et que, alors, Brouwer était en guerre contre l'infini, était en guerre contre le raisonnement par l'absurde, etc. Alors, les intuitionnistes durs ont réussi à redéfinir la totalité des mathématiques selon cette logique tronquée ou qui refuse le principe du tiers exclu. Tout ça est très compliqué, très passionnant, très difficile, et j'essaie de ne pas m'y perdre et d'y accompagner mon lecteur aussi loin que je peux. Et l'Europe dans tout ça, alors ? Alors c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a deux conséquences de l'intuitionnisme. C'est que bizarrement, c'est un système d'automatisation de la preuve qui permet, en voulant réinjecter de la psychologie dans les mathématiques, l'intuition, on arrive finalement à mieux automatiser les choses et à refabriquer des démonstrations. Et l'intuitionnisme, très largement, annonce la révolution mathématique et annonce ce qu'on voit aujourd'hui, c'est l'arrivée, qu'on a vu dans les années 70, c'est l'arrivée de la révolution informatique dans les banques et le fait que la finance, aujourd'hui, soit une sous-branche quasiment des mathématiques. Et qu'en fait, la science qui règne aujourd'hui, comme ça de façon lointaine et occulte sur le monde, c'est les mathématiques, et les mathématiques intuitionnistes. Et il y a cette chose. Et l'autre chose, c'est une guerre contre Platon. Il y a ce fantasme européen. Je ne dénonce pas, mais qu'on soit Badiou, on peut en faire un fantasme un petit peu communiste, ou qu'on soit d'extrême droite, on peut en faire un fantasme plus racialiste, mais il y a cette idée que le fantasme de la blanche Grèce au degré impeccable et au temple impeccable, où ont été assemblés les fondements éternels de l'Europe, la démocratie, la tragédie, les mathématiques, la philosophie, etc. Il y a ce grand fantasme d'une origine mythique, et si on remonte plus loin, on arrive jusqu'à Platon et quelque chose, voilà. Toute l'histoire de l'Europe est écrite en note de bas de page dans les essais de Platon, etc. Il y a toutes ces choses. Et ce qui est intéressant avec l'intuitionnisme, c'est que l'intuitionnisme dit en fait tout autre chose. Il dit que la vérité mathématique, elle est produite et elle est fabriquée et qu'elle existe comme construction et qu'il n'y a pas à chercher d'origine mythique, il n'y a pas à chercher ce que les nationalismes appellent le protochronisme. Tous les États émergents de l'ex-Yougoslavie se sont imaginés des fantasmes protochronistes, que le Kosovo naissait d'une victoire très importante, voilà, toutes ces choses. J'aimais bien l'idée que l'histoire n'avait pas besoin de communiquer avec une origine mythique pour avancer, et que l'objet le plus intéressant qui nous soit donné presque comme preuve de ça, c'est la construction européenne. La construction européenne, on ne sait pas ce que c'est pas une machine romantique à faire advenir les promesses du matin grec cher aux romantiques allemands. L'Europe, c'est une construction dont on ne sait pas où elle va, si ce n'est qu'elle est sans cesse plus étroite si on suit le texte des traités. D'ailleurs, vous deviez l'appeler la construction européenne au départ. C'était mon titre de travail, mais il a été avec mon accord. Donc, D'accord. Donc voilà, l'idée que parler de constructionnisme mathématique pour parler de l'Europe me semblait pas absurde. Il y a un personnage, vous avez juste cité son nom, vous avez fait référence aux billes, qui est très attachant et qui a un destin pour le moins romanesque, c'est Flavio. On peut imaginer qu'il vous ressemble un peu, celui-là. En tout cas, moi, quand je lis la jeunesse de Flavio, j'ai pas de mal à imaginer que la jeunesse d'Aurélien lui ressemble à la sienne. Disons qu'on a la même date de naissance et que je lui ai prêté beaucoup d'anecdotes d'enfance. Donc oui. En fait, j'ai voulu raconter ce qu'on racontait au tout début, qu'il a été raconté à destination des générations futures, qu'il a été possible d'être un Européen fervent. Oui, mais ça nous permet aussi, pour les nostalgiques, de revoir non pas l'histoire de l'Europe, mais l'histoire de la France. Alors avec vous parliez des billes, il y a les crados, j'avais oublié moi les crados. Merci de m'avoir appelé ça, qui nous horrifiait quand on était. Les crados, enfin moi, ce sentiment d'enfance, c'est que ces images qui arrivent, donc c'est des autocollants Panini qui arrivent dans les cours de création dans les années 80. Le commandant Cousteau avait fait une campagne médiatique contre, en expliquant qu'on allait devenir cocaïnomane si on laissait nos enfants jouer avec ces trucs. Et c'était un petit cabinet des monstruosités. C'était des enfants le plus connu, c'était Mathieu le Crado. Il mettait son doigt dans le nez et son doigt traversait son cerveau et ressortait avec un peu de cervelle, une crotte de nez au sommet de sa tête. Et c'était tout à fait dérangeant pour un enfant grandi dans l'Europe avancée des années 80, où on était à la fois dans la sortie de l'histoire et puis dans une
des rapports devenaient de plus en plus policés, et c'était monstrueux. Et en fait, c'est comme si j'avais pressenti la vérité des Crados, c'est que les Crados ont été en partie dessinés par Art Spiegelman avant qu'il fasse Maus, et qu'en fait, ce que je voyais à travers les Crados, cette espèce de déréliction médiévale, c'était directement la guerre que je voyais. Et qu'en fait, c'était l'une des façons de dire la guerre. Donc en fait, ces espèces d'images de monstruosité, il fallait vraiment les lire comme des images de monstruosité. Et que lui retournait le stigmate et on faisait quelque chose d'amusant. Mais qu'en fait, derrière, c'était ça. Ce que je voyais, ce que je me souviens, il y avait... on connaît toutes ces expériences de dépressurisation où comme ça, les personnes se transforment en sorte de dirigeables humains, etc. Et il y avait ça dans les Crados. C'était déjà un petit peu un jeu de cartes un peu mengeléen. Donc, c'est amusant d'avoir découvert ça seul à 8 ou 9 ans, intuitivement. Je ne savais pas du tout que Mengele existait, mais j'avais senti qu'il y avait un problème, que ça clochait, que c'était le détail qui me disait que le récit qu'on me faisait de l'Europe était peut-être pas juste. Et qu'en fait, en bouclant, je racontais tout ça. Et moi, j'aime beaucoup le personnage de Flavio parce que je lui prête une contradiction qui est très propre à l'Europe et qu'on a tendance à plus voir. C'est pour ça je parlais de contes de fées tout à l'heure. C'est cette tension entre la démocratie et l'aristocratie et le fait qu'elle est peut-être pas tout à fait réglée et que c'est ce continent si démocrate a beaucoup de souverains, par exemple. Et que c'est bizarrement pas une contradiction d'être une royauté pour entrer dans l'Union européenne. C'est bizarre quand même quand on y pense. C'est quand même très bizarre. Et l'essai sur les mœurs et l'esprit des nations, c'est Flavio qui le lisait ou Aurélien Bélanger? Non, ça c'est la meilleure affaire de librairie que j'ai fait parce que c'est l'essai sur les mœurs de Voltaire et il est publié chez Garnier, les gros Garnier rouges, et il vaut une fortune, il est absolument introuvable et je l'ai trouvé à 20 € dans une librairie d'occasion à Fécamp, donc je me suis empressé de l'acheter, j'étais très content. Bonne affaire, je peux vous le revendre si vous voulez 100 ou 200 €, il vaut encore plus cher maintenant. Et j'aimais bien l'idée parce que quand il y a mœurs, fatalement un enfant peut imaginer un truc un peu salace, quoi. Et donc donc alors du salace d'époque, hein, on imagine des harems et des choses comme ça, mais alors derrière il y a énormément de... J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses derrière à chaque fois, mais que il y a cette idée qu'on retrouve. Alors on sait que Voltaire a beaucoup critiqué la Théodicée, il s'est moqué des grands récits d'histoire chrétienne de Bossuet, etc. Mais néanmoins, Voltaire s'inscrit par les Lumières dans cette espèce d'histoire qu'on retrouvera ensuite chez Kant avec l'idée d'une histoire universelle au point de vue théologique, etc. L'idée d'un sens de l'histoire, l'idée d'une rationalité de l'histoire. Et c'est une hypothèse qu'il faut quand même envisager sérieusement, qu'on a complètement abandonnée avec le chaos, enfin toutes ces grandes phrases sur l'histoire comme chaos, ou la phrase célèbre de Shakespeare que j'oublie au moment de la citer. Mais si les vérités mathématiques n'ont pas d'expression sacrée dans le monde platonicien des idées, si les vérités mathématiques sont des choses qui se déroulent sous nos yeux, il n'est pas exclu qu'il existe des vérités historiques qui ont une force aussi, qui se déroulent sous nos yeux. Et il se trouve, et c'est là où le roman est un petit peu foutraque et tente une aventure assez intellectuelle, assez aventureuse, il se trouve que nous possédons sous nos yeux une science qui prétend... se substituer à l'histoire, être plus précise que l'histoire et raconter le déroulé des événements. Et cette science, c'est l'économie. Cette science, c'est même la science spéciale des banquiers en tant que aujourd'hui qui fait les meilleures prévisions. On se moque toujours d'eux parce qu'ils font des crashs de temps en temps et qu'ils ne voient pas venir les crises. Mais grosso modo, à partir du moment où un banquier vous prête de l'argent à 25 ans, c'est qu'il pense que dans 25 ans, vous allez rembourser son prêt et que vous serez encore vivant dans 25 ans. Et que cette espèce de pacte... J'aime bien alors c'est mon côté un peu feuilletonnesse, j'aime bien les sociétés secrètes, j'aime bien tous ces fantasmes un petit peu crypto-complotistes, mais néanmoins cette alliance très ancienne qui se noue à l'époque des banquiers lombards au XIIe siècle, qui se renoue à l'époque où les Médicis banquiers arrivent à marier leur fille au roi de France, au moment où des banquiers arrivent à faire des papes, au moment où les Rothschild deviennent l'une des familles régnantes de l'Europe, etc. Cette très vieille alliance entre le monde de la banque et le monde de la politique est extrêmement fascinant parce que c'est quelque chose et qui me fascine d'autant plus que disons que c'est un complot rationnel. C'est quelque chose, on peut l'attester, on peut vraiment voir qu'effectivement, il y a une alliance très très ancienne et qui est
absolument fondamentale dans l'histoire de l'Occident entre le monde politique et le monde bancaire. Et qu'on retrouve encore à l'orée des années 80. Alors, c'est des grands fantasmes complotistes de type commission trilatérale avec le fils de Rockefeller, etc., David Rockefeller. Mais cette idée que dans les années 80, on imagine qu'il va y avoir un réveil économique du sud-est asiatique, etc., etc., ça n'a pas été complètement une surprise. Ça a été anticipé, ça a été financé, ça a été... Et donc, on peut faire un récit à temps long. Et ce que j'aime chez les banquiers, profondément, c'est le temps long, le sens du temps long de l'histoire. C'est amusant parce que j'ai fait un entretien croisé avec Laurent Binet qu'on peut vraiment pas soupçonner d'avoir de la sympathie pour le monde des banques. Oui, qu'on a reçu ici. Et il m'a raconté que moment, quand il va dans le... J'ai oublié le nom, ça finit en Kruger, un truc comme ça, hein, le grand banquier flamand du XIVe siècle, du XVe siècle, et qu'il est ému quand il voit son bureau avec les petits tiroirs, qui ont des noms de régions européennes, etc. Donc ce fantasme qui s'incarne aujourd'hui dans la finance sans tête et des ordinateurs, etc., existe, et j'ai voulu aussi en partie raconter ce fantasme. Parce que c'est bien de dire que l'économie est puissante, mais on peut pas juste le raconter en disant « et mince alors, quoi, l'économie est puissante, c'est intéressant d'aller... alors bon, il y a toute une veine un peu pénible chez les romanciers contemporains, c'est d'aller raconter comment fonctionne un hedge fund, enfin faire le boulot un peu d'anthropologue, de sociologue, du truc, etc. Mais moi, j'ai juste voulu raconter ce grand mythe, machin, truc de sorte de vision tout à fait personnelle du capitalisme, qui a déjà dans tous mes livres, où j'imagine que le récit des transformations de l'or, matériau un peu sacré dans la mesure où il ne s'oxyde pas et qu'il est un peu pérenne et qu'on peut le marteler, le rassembler, il reste. Alors, c'est une hypothèse tout à fait hasardeuse, mais que vu de loin, de très très loin de l'espace ou de très très loin dans le temps, je mets au défi quelqu'un de me dire ce qui s'est passé ces 10 000 dernières années, qui a été vivant, l'homme ou l'or. Mais que les deux se sont assemblés. On peut imaginer que l'or utilise la chair humaine pour se réassembler différemment. Donc c'est mon côté un peu marxiste hétérodoxe. Mais disons, enfin, l'hypothèse mérite d'être envisagée. Ouais. Dites-moi, je venais à peine de terminer votre livre et j'allume la radio et j'entends Macron, ou j'ai lu les journaux plutôt, je ne l'ai pas entendu, Macron qui dit que l'Europe géopolitique peut disparaître, est en danger de mort. Vous avez perçu ces propos que... Pas exactement... Oui, monsieur ? D'un point de vue géopolitique, il a cité, je l'ai sous les yeux, l'Europe géopolitique peut disparaître. Moi, c'est ce que j'ai relevé. L'OTAN, c'était il y a quelques jours ou pas ? Oui, mais il y a quelques... en tout cas, c'est ce que j'ai relevé. Bon, alors, j'enlève ma citation. Parlons du destin. Moi, j'avais été très marqué. C'est un excellent livre dont le premier tome, en plus, est assez étonnant parce que il a été écrit par... Emmanuel Berle au moment où il avait quitté Vichy, parce qu'on sait qu'Emmanuel Berle avait un peu écrit des discours pour Pétain au début de la guerre, et qu'après, se rendant compte que malgré tout, il était juif et que Vichy était peut-être pas très amical, il allait se cacher en Corrèze. Et là, en Corrèze, il a écrit, alors le mythe dit sans sa bibliothèque, en vrai, c'est pas vrai, qu'il a écrit une histoire de l'Europe en 3 tomes, il a écrit le premier tome. Et le premier tome est génial. Il raconte le grand... Il arrive à complètement déporter le centre de gravité de l'Eurasie dans une sorte de grande steppe bizarre. On ne sait pas trop où il la place, mais il dit que grosso modo, les empires, que ce soit l'Empire romain ou jusqu'à très récemment, ont toujours été sous la menace des peuples de la steppe. Et la chose qui menace le plus l'Europe, c'est les peuples de la steppe. Et que l'Europe est née d'un double mouvement. Elle naît à la Renaissance, quand il est vraiment acquis que l'Empire ottoman est là pour durer et qu'il n'y aura plus de reconquête possible de l'Empire romain parce que la rive sud de la Méditerranée restera jamais fermée à la chrétienté. L'Europe se refabrique une mer intérieure en colonisant l'Atlantique Nord. Et qu'en fait, refabrique un empire, c'est exactement ce qu'on appelle l'Ouest, en fait, l'Occident. C'est ça, c'est un empire... qui est articulé comme ça, de façon bizarrement anecdotique et assez ironique. C'est aussi le moment où l'Europe redécouvre les esclaves qu'on n'avait pas utilisés à cette échelle-là depuis l'Empire romain, en fait.
Il y a ça. Ça, c'est le grand récit, on va dire, officiel, qui met Christophe Colomb très haut sur les Européens d'honneur, quoi. Et Berle le complique en disant pas du tout. Ça, c'est très bien, mais l'Europe, elle est sous l'emprise des peuples de la steppe, des cavaliers dévastateurs. Son bouquin s'appelle L'Europe de Attila à Tamerlan. Et c'est qu'une histoire de grands trucs. Moi, je connaissais, c'est très vague souvenir d'école. Il raconte ces grands cavaliers qui viennent de la steppe. Et il dit qu'en fait, il a fallu et que l'Europe de l'Ouest conquiert la mer intérieure de l'Atlantique Nord pour se protéger, et que les Russes conquièrent la Sibérie jusqu'à Vladivostok pour assécher les invasions, etc. Donc il y a toujours ce jeu compliqué, et du coup ça fait que le centre de l'Europe, on ne sait pas, il est comme ça au milieu des routes sur la soie, on ne sait pas, etc. Il est dans une sorte de grande peuplade turcophone assez peu identifiée, etc. Qui c'est avec Tamerlan qui est venu jusqu'en Turquie, etc. Enfin bon, des jeux territoriaux extrêmement compliqués et très intéressants. Et effectivement, il y a ce grand fantasme. Alors hélas, on le retrouve, c'est vrai, plus souvent chez Céline et chez l'extrême droite, de l'Europe qui se fantasme disparaissante. Fantasme permanent, aujourd'hui c'est le grand remplacement. C'est cette phrase. Il y a cette phrase saisissante de Sarkozy à un congrès des jeunes de l'UMP il y a une dizaine d'années. L'Europe a un problème, c'est sa proximité avec l'Afrique. Passer je n'arrive pas à savoir si c'est génial ou débile tellement mais c'est fascinant. Donc effectivement il y a eu ce truc avec puis il y a le rapport à la Russie qui est extrêmement problématique. La Russie, c'est une sorte de zone tampon qui devient d'un coup un empire et qui, enfin voilà, la vraie taille de la Russie est compliquée et enfin, bon, il y a une source, c'est intellectuellement passionnant. Le rapport à l'Europe des grands écrivains russes est fascinant. Ouais. Un moment, je crois que c'est Benjamin explique ça dans sa critique de l'idiot, c'est que le plus profond messianisme de Dostoïevski, c'est la croyance en l'âme russe. C'est vraiment là en fait le lieu de bizarrerie. Encore plus que Dieu, la bizarrerie, elle est là. Il faut la trouver là dans l'idiot. Et donc que l'Europe disparaisse, on a connu ça dans les années 80 avec les euromissiles. C'est régulièrement l'Europe se revoit, ce qu'elle a été, un théâtre de guerre en fait pendant. Très bien. J'ai des réponses longues, je suis désolé. Pardon ? Non, je fais des réponses hyper longues. Non, c'est parfait, au contraire. Maintenant, c'est à vous d'intervenir si vous le souhaitez, n'hésitez surtout pas. J'ai un micro à votre disposition. Tout n'a pas été abordé, loin de là. Pas de questions ? Oui, monsieur. Je vais, comme on est enregistré, je vais vous porter le micro. Moi, j'ai juste une question à vous poser. Finalement, pourquoi vous écrivez ? Parce que, voilà, je sais pas pourquoi vous écrivez, j'aimerais savoir. C'est une vaste question. J'ai fait une conférence il y a 2 jours à la BNF sur Walter Benjamin où j'ai essayé justement d'expliquer pourquoi j'écris, et je pense qu'en 2 mots. Moi, je rentre vraiment. Je le pressentais un petit peu parce que j'avais lu des choses un peu similaires chez Kafka quand j'étais adolescent, mais je rentre vraiment dans cette problématique en découvrant le mythe assez génial de Borges, la bibliothèque de Babel, où d'un coup le mythe romantique du tout a déjà été écrit, à quoi bon écrire encore, je ne serai jamais Chateaubriand, je ne serai jamais Victor Hugo. Au moins Borges lui donne une forme un petit peu mathématiquement stable. Il dit la combinatoire de tous les livres possibles existe, votre roman ne sera qu'une sélection dans un machin qui existe déjà, etc. Et du coup, j'ai toujours eu un rapport un peu ambigu à ça, parce que c'était cette espèce d'immanence de la combinatoire faisait que ça servait un peu à rien d'écrire des livres et que l'activité d'écriture était extrêmement mélancolique. Et je suis pas un écrivain lyrique, je pense pas que j'écris parce que j'ai un truc profond de moi à dire, j'écris parce que rapport comme ça métaphysique, je veux vraiment dire quelque chose, mais à partir du moment où toute cette parole et donc c'est une question que j'ai contournée plein de fois. J'ai arrêté d'écrire des livres pour faire de la métaphysique. Mon premier travail un peu sérieux, c'était un mémoire de philosophie sur Raymond Roussel, le bouquin de Foucault sur Raymond Roussel, qui est un grand écrivain de la combinatoire, qui relie les mots
Raymond Roussel, comme il a raconté dans Comment j'ai écrit certains de mes livres, il raconte des histoires, les mots ne sont pas reliés par le double fond d'une signification, mais ils sont juste reliés par les pointes des signifiés. C'est-à-dire, il va prendre une comptine et utiliser la comptine comme une matrice générative pour raconter l'histoire. C'est une sorte de truc pré-oulipien assez délirant. Et je cherche, en fait, profondément, le roman, c'est une sorte de machine un peu topologique bizarre pour chercher le retournement impossible, quoi. Je ne crois pas en Dieu, j'ai un rapport assez fermé à la transcendance, mais d'un autre côté, l'immanence ne me satisfait pas du tout, parce que s'il n'y a qu'une combinatoire de livres et que s'il n'y a que cet arbitre-là, ça ne le dit pas. Et le roman, vu qu'il est un peu bizarre, un peu plastique, un peu fluide, c'est une sorte de figure de retournement possible du trop-plein de quelque chose vers autre chose. Dont je suis absolument incapable de désigner, mais je pense qu'en fait, pour le dire très simplement, c'est parce que c'est un rapport mystique à la littérature que je me suis fabriqué moi-même en y mettant beaucoup d'impossibilités. Je finissais la conférence sur Benjamin, je disais qu'en fait le diable, je l'ai rencontré, c'est un bibliothécaire. Et c'est ça en fait, le diable, c'est la combinatoire. C'est un vrai diable. Au sens comme on voit le diable chez Bernanos, des machins très froids, très rationnels et absolument imparables. Et donc le roman, c'est un peu le bouclier que j'ai inventé pour essayer de retourner cet imparable. Quand on vous écoute, on est vraiment saisi d'un vertige métaphysique tout à fait positif, hein, en ce qui concerne la diversité de vos références et la profondeur de vos analyses historiques. Moi, la question que j'aimerais vous poser, c'est la suivante. Quelle est la place, dans le fond, que vous avez fait dans vos références, qui sont vraiment de grande qualité critique, et notamment du point de vue topologique? Dans le renversement, vous avez un art du paradoxe remarquable. Quelle est la place que vous faites dans ce qui est dans l'événement européen, un événement européen tout à fait fondamental, un lointain précurseur de Freud, la fable des abeilles de Mandeville? Est-ce que c'est une référence qui est connue par vous ou alors évitée simplement? Sade, mon prochain, Klossowski, que Deleuze et Foucault ont quand même, d'une certaine façon, bien travaillé, au-delà de Lacan. Et dans votre critique du capitalisme, qui est à la fois sympathique et antipathique, c'est parfait, c'est parfait. Est-ce que vous faites une place à ce vertigineux mathème de Lacan sur le discours capitaliste, qui indique à quel point le fétichisme de la marchandise, chez Marx, et le fétichisme de la sexualité, écrase dans le fond, non pas la transcendance, mais écrase l'immanence vitale. À partir de quoi les machines désirantes de l'Europe, les droits de l'homme, l'abolition de la peine de mort, vous l'avez très justement cité, c'est-à-dire l'élargissement finalement de ce qui fait la spécificité de l'âme tendre européenne. En différence des cruautés multiples et nombreuses dont Hiroshima, le Goulag et Auschwitz, les chambres à gaz, ont quand même témoigné de certains effondrements qu'un certain dévoilement de l'inconscient a pu quand même mettre un abîme, de façon positive, je pense. Hein. Je pense à Joyce. Voilà. Merci. Vaste question. Là, c'est vraiment plutôt de l'ordre du work in progress. C'est une intuition que j'avais une intuition dans mon précédent livre, qui parlait du Grand Paris et qui parlait de la ville en général et qui parlait de la ville comme révélation religieuse toujours ratée. C'est que la ville, c'est la forme de la totalisation la plus élevée qu'on puisse fabriquer. Et que du coup, aujourd'hui, il existe des penseurs de la ville, une sorte de truc un peu absurde, et que tout ça, en fait, ça nous désigne une sorte d'impossibilité à penser la chose théologique. Parce que le sentiment normal qu'ont les gens normalement face à une ville, c'est que cette chose repose dans la main de Dieu et tient comme ça par une transcendance. Et on a extirpé cette transcendance, et on se retrouve avec ces gros objets qu'on ne sait pas trop manipuler. Donc de temps en temps, on glisse des métros sous la terre pour essayer de les tenir. Voilà. Et qu'en fait, j'ai un rapport comme ça par rapport aux gros trucs. J'aime bien les gros machins. J'aime bien l'économie. Donc je m'y connais pas spécialement, mais parce que c'est des sortes de poèmes de l'autonomie, des poèmes de l'immanence, des poèmes des choses qui tiennent toutes seules. Mais je ne pense pas, enfin je pense profondément, par exemple, contrairement au... Enfin, pas ramener Dostoïevski à ça, hein, ça serait idiot, mais le fameux si Dieu n'existe pas, alors tout est possible. Je pense pas du tout. Je pense que la moralité, elle est tout à fait normale et que les animaux sont à peu près moraux et que les hommes sans Dieu sont à peu près moraux. Je pense que c'est pas la question. Je pense que la question religieuse, elle se pose au niveau de la question de l'organisation des ressources, de l'attribution des ressources, de la gestion des inégalités, de la question de la survie globale, et que c'est ces choses-là, en fait, et que la question économique, j'ai du mal à la distinguer d'une question religieuse. Mais c'est tout à fait confus. Mais
philosophe que j'ai découvert ces mois-ci avec le plus de plaisir et que j'ai lu avec le plus d'attention, c'est précisément Benjamin, parce que c'est un philosophe de la marchandise, et c'est un philosophe et marxiste et théologique, et qui tient l'équation dont on ne sait pas si elle est possible, mais en tout cas, quand on lit Benjamin, on n'a pas l'impression que c'est quelqu'un qui triche à essayer de tenir des choses qui ne marchent pas. On sent qu'il a trouvé le truc, et que si on veut vraiment, enfin, moi je cours après cette phrase de Houellebecq. Je pense qu'il l'utilise de façon plus directement polémique que ça, mais il faudrait une forme qui tienne compte de l'existence de Dieu et des parkings souterrains. Mais je pense que lui la présentait comme un oxymore, mais je suis pas si certain que ce soit un oxymore. Et je pense qu'un monde où il y a des parkings souterrains a déjà une structuration théologique très profonde. Après, il est compliqué de la trouver, mais je trouve des choses très satisfaisantes chez Benjamin là-dessus, mais très partiel. Eh bien, il me reste à vous remercier Aurélien Bélanger. Merci beaucoup de votre attention. Merci. Merci beaucoup. C'était Aurélien Bélanger, auteur du roman Le continent de la douceur, aux éditions Gallimard, lors de sa venue à la librairie Ombre Blanche, samedi 16 novembre 2019. Aurélien Bélanger a aussi fait paraître chez Gallimard les livres L'aménagement du territoire, Le Grand Paris, Eurodance et La France chronique pour ses plus récents. Il a aussi publié un essai sur Michel Houellebecq en 2010 aux éditions Léo Cher.